Bonjour Pierre, Bonjour Grégory. c'est un plaisir de t'accueillir pour cette discussion autour du métaverse. Alors je suis désolé, on parle plus beaucoup de ce mot-là depuis quelques temps, mais bon, comme on a fait une série d'interviews autour du métaverse, on va pas reprendre avec le space computing, hein, on va rester un peu basique et puis garder les anciens mots. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter, puis nous résumer un petit peu ta carrière dans le domaine de la réalité augmentée? Bien sûr, bien sûr. Alors, tu viens de m'appeler avant vieux briscard. Je sais pas si je suis encore un vieux briscard de la XR, mais du coup, Pierre Novaki, je dirige l'équipe commerciale de Sphère. Je suis basé à Zurich maintenant depuis 1 an et demi. Et je travaille dans ce milieu de la XR, de la réalité augmentée, peu importe, depuis maintenant 8 ans. J'ai commencé du côté ingénierie où je faisais du design optique pour tout ce qui était waveguide, donc les optiques qui étaient utilisées dans les HoloLens notamment. C'était pas chez HoloLens, c'était chez Dacry en Angleterre puis en Irlande. Je suis passé du côté obscur de la force assez rapidement. Je suis parti en vente commerciale avec ce bagage technique qui était utile parce que du coup je connaissais très mal les lunettes. Euh, je me suis exporté chez Lenovo en 2019 à Singapour, où je dirigeais euh, l'équipe commerciale pour toute leur partie Lenovo Think Reality dans toute la zone Asie du Sud-Est. Et puis, je suis revenu côté logiciel, côté software, chez Sphère, il y a de ça 1 an et demi. Euh, et puis voilà, du coup, installé maintenant à Zurich avec cette idée de travailler sur tout ce qui est collaboration immersive, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, tu as beaucoup travaillé sur le côté entreprise, en tout cas utilisation, on va dire professionnelle, industrielle, on va mélanger un petit peu les deux de la réalité augmentée. Et pour continuer dans la série de discussions qu'on a eues avec plusieurs personnes sur le métaverse, j'aimerais qu'on se focalise déjà sur les liens entre métaverse et entreprise. On entend beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses l'année dernière. Commençons juste par décrire un peu ce qu'on entend par métaverse pour entreprise, sans aller dans le détail, hein. Je veux Mmh. pas Ouais. je veux pas bousculer les chapelles de tout le monde, mais comment tu vois, toi, la définition ou la description du métaverse pour l'entreprise, l'industrie, et est-ce que tu penses que c'est la même vision pour les particuliers ou c'est subtilement différent? Je pense que c'est une bonne question. On pourrait débattre 1 heure ensemble juste sur cette question-là, Grégory. Mais écoute, pour rester sur le basique, je pense que quand on parle le metaverse de tout le monde, moi j'entends beaucoup parler de Ready Player One, de ce film-là qui pour moi résume très bien ce que le metaverse peut être en termes de B2C. Je mets un casque, j'ai des easter eggs, j'ai des courses, j'ai des jeux, je gagne de l'argent qui au final est de l'argent réel. Enfin voilà, ce genre d'environnement partagé. Mais je pense que en fait, les deux métaverses, il y en a deux, hein, le métaverse pro et perso. Pour moi, le lien commun, c'est la collaboration en général. Et du coup, dans le côté industriel, je le décrirais plus comme un environnement virtuel ou augmenté, hein, peu importe, mais comme un environnement, je vais dire plutôt virtuel, dans lequel des entreprises, des employés, des départements peuvent collaborer d'une manière safe, hein, que ce soit bien sûr au niveau de la sécurité maximale, tout en ayant la liberté de se partager des éléments et de collaborer autour de ces éléments-là. Donc je vois plutôt le côté, pour moi le métaverse ça amène un use case qui est un cas d'usage qui est typiquement revue de design ou formation à distance ou ce genre de cas d'usage un peu collaboratif ou alors présentation de projet. Et puis côté je dirais B2C, on est beaucoup plus sur je collabore dans tout ce qui est entertainment, tout ce qui est attraction, tout ce qui est le jeu, tout ce qui est l'aventure. Mais encore une fois, le lien entre les deux pour moi aujourd'hui, c'est ce côté collaboratif dans un monde qui est autre que le mien, mais qui me fournit d'autres sensations, d'autres émotions, ou alors qui m'aide dans mon travail tous les jours. Alors après, sur le mot métaverse en tant que tel, on l'a amené tout en haut, ça a été l'apogée, puis aujourd'hui, ben, c'est un gros mot, quoi. Faut plus le dire, on en rigole. Je m'excuse presque de dire métaverse quand je vais en rendez-vous. À ce stade, je dirais que c'est une vision aussi, hein. Je pense qu'il faut rester là-dessus. Faut pas, peu importe ce que Meta, ce que les gens ont en tête, c'est une vision. Ça va s'activer un jour. Un jour, je pense qu'il y aura vraiment un métaverse. Après, quand je vois une entreprise qui achète des terrains dans un métaverse virtuel, je me dis, on n'y est pas encore, mais les prémices sont là.
pense que déjà, il faut toutes les bases techno pour arriver à avoir quelque chose qui tient la route sur tous les points de vue, hein, sécurité, cybersécurité, confidentialité, technologique. Mais, euh, mais la vision en tant que telle est pas mauvaise. Je pense qu'on y arrivera un jour. Maintenant, il faut définir les usages précis, quoi, surtout. Alors, c'est intéressant parce que tu es directement parti sur le côté collaboratif. Je voudrais juste qu'on fouille un peu ce côté-là. Alors, on va l'appeler métaverse, hein. Comme ça Mhm. sera plus Ouais, simple. allons-y. Qu'est-ce que ce métaverse, ou en tout cas l'utilisation du métaverse, va apporter de réellement nouveau dans la collaboration et la communication pour l'entreprise ou pour l'industrie? Quelle différence par rapport à ce qu'on connaît tous, hein, aux outils traditionnels de webconférence, comme on utilise là, aux outils collaboratifs, aux messages instantanés? Ouais, bien sûr. Alors, je vais mettre ma casquette sphère 2 minutes et après je l'enlève. Mais je la mets parce que c'est vraiment le pitch qu'on a nous. C'est-à-dire que ce qu'on présentait même à Laval cette année, c'est-à-dire que bah, ça remplace pas un Teams, un Zoom, un Google Meet, mais ça fournit d'autres fonctionnalités en plus. Euh, Comme par exemple, encore une fois, ce système d'avatar dont on entend énormément parler avec le metaverse, mais qui est en la réalité que bah, quand je t'appelle maintenant sur Zoom, t'es pas assis à côté de moi à ma table. T'es pas en train de revoir quelque chose. Donc il y a ce sentiment d'être dans un meeting qui est un peu plus immersif. Tu as quelqu'un en face de toi. Pour quelqu'un qui bosse en remote toute la journée, on est quand même sur un type de meeting qui est un peu différent. Après, par exemple, en ce moment aussi, encore une fois, j'ai ma casquette sphère, mais il y a ce côté traduction en live. On a un module aussi où quand tu parles dans 7 langues différentes, tu es capable d'avoir un sous-titre ou alors un audio, d'avoir la langue de la personne. Tu peux l'avoir en sous-titre, mais là, j'entends la personne qui est sur son Magic Leap, son HoloLens, son MetaQuest, peu importe. Je l'entends dans ce côté-là. Et puis, je dirais enfin, il y a ce côté aussi, et pour moi, c'est très B2B aussi, c'est ce côté d'évoluer avec son temps. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'étais dans une boîte de consulting à Paris l'autre jour où ils me disent, bah voilà, nos clients ont des MetaQuest, on aimerait leur faire la livraison du projet et les former en même temps en collaboration. Or, à chaque fois, ils font des Zooms de 4 heures, ils forment les gens. Au bout d'une heure et demie, il n'y a plus personne. Et là, bon, bien sûr, le but, c'est pas d'utiliser 4 heures la session, hein, mais le but, c'est de faire une conversation de 45 minutes où on délivre le projet ensemble avec la visualisation de plusieurs éléments. C'est ça aussi l'intérêt, hein. Je suis pas limité à un écran. J'ai mon environnement 360 pour mettre des éléments. Donc, je peux présenter tout ce que je veux. J'ai un écran qui est immense. Et à la fin, on a ce côté aussi, ben, je crée un lien qui est un peu différent avec mon client. C'est-à-dire que ben, toi et moi, on se connaît, par exemple. Mais si je parle à quelqu'un que je ne connais pas, comment est-ce que je crée un lien avec lui? Je peux sourire, je peux discuter avec lui, mais pourquoi pas est-ce que dans une session un peu collaborative, je serais capable qui s'amène devant moi, puis je le vois sourire, il peut voir où je pointe, je peux apprendre à le connaître d'une façon un peu différente. Donc pour moi, il y a trois aspects pour résumer. Il y a ce côté effectivement émotion, immersif. Il y a ce côté collaboration sur un monde qui est infini, hein, quasiment qui n'est pas infini, mais qui est immense. Et puis à ce côté, évoluer aussi avec son temps sur des outils où ça remplacera pas, par exemple, un Teams, un Zoom. Mais par contre, sur certains meetings ou certaines réunions, on va beaucoup plus loin sur l'impact qu'on a, euh, sur tout ce qui est brand marketing. Encore une fois, il y a plein de cas d'usage liés à ça, mais pour moi, on va beaucoup plus loin sur certains aspects collaboratifs. Et Dieu sait que nous avons passé énormément d'heures sur Teams et Zoom sur les dernières années, et qu'un peu de changement ferait du bien à tout le monde sur certains sujets. Et si bon, on comprend assez facilement, d'autant plus quand on l'a expérimenté, hein, c'est exactement le côté que tu décris, la sensation de proximité, même si on n'est pas proche Mhm. physiquement, on le comprend assez bien en utilisant les techno immersives, hein, que ce soit de la RA, de la Ouais, tout à RV, fait. en tout cas ce qu'on met sous le terme métaverse. Je voudrais aussi, suivant ton expérience, que tu nous décrives un peu si c'est si facile que ça à mettre en place dans une entreprise, comment préparer les gens à l'utiliser? Est-ce qu'ils peuvent se raccrocher à une expérience, un B2C, quoi. C'est typiquement ce qui s'est passé pour le mobile. Les Ouais, tout applications à fait. mobiles industrielles, professionnelles, sont arrivées un peu, les applications mobiles grand public. Et finalement, les gens avaient une sorte de formation. Alors, pour le bien et pour le moins bien, hein, parce que ça Mhm. impose aussi des standards que des fois on préférerait plus simple. Mais comment vois-tu l'acculturation, la formation des utilisateurs? Bah, c'est toujours la partie qui est pas évidente quand même. Faut être aussi très transparent et honnête. Il y a 5 ans, on n'y était pas du tout. Aujourd'hui, on y est quasiment, hein. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont formé en préalable aussi certains utilisateurs.
Oui, l'acclimatation, elle est pas évidente. En fait, elle n'est pas évidente si on passe tous, par exemple, sur une lunette. Par exemple, encore une fois, on forme des gens dans l'industrie automobile, ou on forme des gens même dans une boîte de conseil. C'est des gens qui aujourd'hui font ça avec des PC, des téléphones, des mobiles. Et je dirais que la transition, elle doit limite se faire par là. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas par juste rejoindre la réunion avec mon téléphone, mais en réalité augmentée? Ça, je sais le faire tous les jours, je sais l'utiliser. Et puis après, en fait, se rendre compte qu'au bout de 6 mois, quand j'utilise ça, bah, je suis toujours pas main libre. Et donc, du coup, pour certaines réunions, bah, je passe en lunettes. Je dirais que l'acclimatation, elle se fait d'une manière beaucoup plus fluide qu'il y a 5 ans. Mais je pense que dans 5 ans, ce sera encore plus fluide qu'aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas encore sur du mainstream, on n'est pas encore sur l'adoption qui est facile. Ça nécessite quand même, euh, ça nécessite de la formation, comme toute nouvelle solution. Dans l'idée, les solutions sont de plus en plus simples à utiliser. Euh, et puis après, ça dépend encore une fois du cas d'usage. Un exemple typique, par exemple, j'utilisais le Magic Leap 2 récemment. C'est une aide qui utilise un contrôleur pour sélectionner les éléments. Ben, je donne le contrôleur à n'importe qui dans ma famille, tout le monde sait l'utiliser. Donc ça veut dire que potentiellement n'importe qui dans l'industrie, il prend le contrôleur et sait l'utiliser. Mais par contre, je suis pas main libre. Donc tous mes cas d'usage en production, quand je dois être main libre, ben là je repars sur autre chose. Je dis une bêtise, mais un RealWare ou un HoloLens ou autre chose. Et là, par contre, je dois former les gens sur la commande vocale, sur l'interaction avec le doigt, ce genre de choses. Donc, les devices vont évoluer, les outils vont évoluer, c'est sûr, mais on n'est pas encore sur du mainstream parce que ben voilà, les outils sont pas encore prêts. Et je pense que les personnes sont beaucoup plus prêtes que les outils. Ça engage que moi. Et je pense que quelqu'un à qui on donne quelque chose qui est beaucoup plus user-friendly que ce qu'on voit aujourd'hui, il saurait l'utiliser. Encore une fois, l'exemple du Magic Clip est assez génial. Dès que j'ai un nouvel lunette, je fais essayer ça par des gens que je connais pas ou des gens que je connais dans ma famille qui ont jamais utilisé ça. Et je vois comment ça réagit et je me dis, OK, comment est-ce que je forme quelqu'un qui ne l'a jamais fait? Et je vois qu'avec le Magic Clip, on est sur un tout nouveau device. Alors, il est pas mieux que les autres, hein, il fait juste quelque chose de différent. Chaque lunette est différente. Mais ce côté contrôleur fait que bah, tout le monde sait l'utiliser. Et puis que je suis pas en VR, donc du coup, je vois mon environnement, je suis moins perdu. Ça joue aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne mauvaise réponse à cette question. Je pense juste que les outils évoluent, le temps évolue. Mais je pense que les personnes sont plus prêtes que les outils. Alors, tu parles de l'accoutumance au matériel, ce qui est intéressant, mais tu sais, tu as t'as les deux aspects Ouais. en fait de la chose. Tu as une vraie accoutumance au matériel, c'est-à-dire savoir utiliser, il y a quelques années, peut-être un peu plus longtemps, on apprenait à utiliser le clavier et la souris, hein, donc il y a toujours un apprentissage. Et puis, il y a un apprentissage qui est plus sur le savoir-être, Mhm. l'utilisation de l'outil à l'intérieur. Euh, on connaît ça, pour les vieux, c'était la netiquette il y a très longtemps sur les forums. Enfin, c'est une façon de vivre à l'intérieur. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Twitter, sur les outils de ce truc-là. Il n'y a pas, comme tu dis aujourd'hui, de vrai métaverse B2C. En tout cas, il y a quelques expérimentations Oui, voilà. des mondes virtuels, du Roblox, du Decentraland, chaque fois plutôt dédié à des catégories assez spécifiques de Tout à personnes. fait. Est-ce que c'est un frein pour toi à cette habitude, à cette prise d'habitude dans ce qu'on pourrait avoir en métaverse industriel, ou est-ce que, bah, ma foi, non, tant pis, les deux se feront en parallèle? Non, je pense pas que ce soit un frein. On est trop tôt dans l'adoption. Au contraire, je pense que plus de gens touchent quelque chose comme ça, le mieux c'est pour tout le monde. Parce qu'en gros, on n'a pas défini de savoir-être, on a rien défini aujourd'hui. On explore, hein. Ça me fait penser à l'époque où Airbnb arrivait sur le marché du real estate et ben ils ont hacké complètement le système et après la régulation est venue après. Ben, il va se passer la même chose. Alors c'était important de penser à définir ces usages et ce savoir-être, mais ce savoir-être et la façon dont tu te comportes dans cet autre monde, parce que bah c'est pas la porte ouverte à tout en même temps. Mais je pense que moi je suis plutôt pour une adoption. Et même si elle est catégorisée, par exemple, ben, le virtuel pendant le Covid, on s'est tous retrouvés sur la plateforme en ligne, la Virbella, si je dis pas de bêtises, Ouais. et on était là-dessus. Alors c'était une sorte de métaverse, par exemple, mais très tourné exhibition, trade show, ben, pourquoi pas? Essayons des choses. Et si ça marche, tant mieux. Mais je serais content d'essayer différents types de métaverse pour différentes sections, différents marchés. Et je serais content que tout le monde dans mon entreprise et dans mon entourage l'essaye aussi. Parce que le jour où effectivement, bah, il y aura peut-être une unification euh, au niveau, peut-être pas de la plateforme, mais au niveau des règles, eh ben, ils seront prêts, ils auront déjà touché ces choses-là. Euh, donc moi, je suis plutôt pour.
Je vois pas de frein aujourd'hui. Il y en aura peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. On reprend, si tu veux, un tout petit peu la partie technique, parce que chaque fois qu'on parle d'entreprise, enfin, chaque fois qu'on parle d'entreprise, d'industrie et de numérique ou de système d'information, il y a un moment, on va parler d'intégration des compétences techniques, d'infrastructure, de sécurité, etc. Les SI des différentes entreprises sont très hétérogènes, tu le sais. Comment vois-tu, toi, les défis techniques, mais plutôt d'infrastructure que les entreprises ont à surmonter? Il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités. On peut faire des choses en interne, enfin, comme dans tous les domaines de Oui. l'informatique et du numérique, hein. On peut faire de l'interne, on peut faire du semi-interne, on peut faire du déporté en allant sur un cloud ou sur un métaverse de tel type d'entreprise. Comment tu vois, toi, cette évolution? Comment les gens que tu côtoies chez Sphère voient leur propre maîtrise des outils techniques? Quelles sont les discussions avec les DSI, les directions métiers? Comment ça se passe ça et comment ça évolue? Ben, ça dépend énormément du marché à qui tu parles. On a des gens pour qui l'on-prem ou le côté non connecté, il n'y a pas de serveur, il y a pas de cloud, c'est un serveur physique, c'est juste obligatoire. Sinon, ils iront pas. Ben, bien sûr, on parle de défense, on parle d'aérospatial. Et tous ces gens-là ont des usages complètement maîtrisés et une infrastructure maîtrisée. Et en fait, les métiers sont régis dès le départ, tout ce que la direction informatique dirige. Il n'y a même pas de discussion. On va pas aller pitcher à quelqu'un côté métier sans que cette personne-là ait été briefée déjà par la direction informatique. Donc, dans certains domaines, je pense que la direction informatique a contrôle total et tant mieux, en fait, vu la nature des données qui sont partagées, tant mieux. Après, par contre, c'est vrai que dans tout le reste, on a beaucoup de clients, je prends le cas de Sphère, hein, mais qui sont sur notre infrastructure cloud publique ou une infrastructure cloud privée chez eux, mais bref, qui sont sur le cloud parce qu'en gros, ils ont un nombre de données à transformer et à digérer qui est absolument immense. Et en fait, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ont fait ce virage-là il y a 5-10 ans. Et c'est plutôt positif parce que ça veut dire que du coup, ils sont beaucoup plus ouverts sur certains aspects. Ils ont aussi des données qui sont moins confidentielles que dans d'autres secteurs. Euh, Maintenant, le sujet direction informatique, il est quoi qu'on en dise toujours un peu problématique parce que même si la direction informatique est ouverte, parfois beaucoup plus que les métiers pensent qu'elle l'est, les métiers freinent à fond en disant bah non, non, on va nous dire non, c'est sûr. Alors que la direction informatique a déjà fait un changement côté cloud, ou elle est déjà passée sur d'autres choses, elle s'est déjà renseignée, elle a déjà mis des lunettes sur le MDM local. Enfin, oui, non, ils ont déjà avancé beaucoup plus que ce que les métiers savent. Et parfois, non, elle est complètement fermée. Et dans ce cas-là, ben, on utilise la porte des métiers pour driver par un retour sur investissement en disant bah, voilà, grâce à cette solution, je sauve autant, autant, autant. Et dans ce cas-là, on y avance. Mais je pense que fondamentalement, ça changera pas. Je vois pas un Airbus, un Boeing, un Thales aller sur du cloud public, partager de la donnée parce que le metaverse est sur du cloud public. Impossible. Ces gens-là Et, resteront sur du cloud, sur du on-prem. et comment vois-tu la partie montée en compétences en fait? Est-ce que c'est très hétérogène suivant les entreprises? Est-ce qu'il y a s'il y a une conscience de l'importance d'aller dans le métaverse, quel que soit ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une conscience de l'importance de maîtriser un certain niveau de compétences pour faire ça? Technique, usage, pilotage. Comment tu vois ça? Bah, je pense qu'au niveau pilotage, oui. Il y a de plus en plus un expert de ce milieu-là en haut de la chaîne. Ça, c'est sûr. À chaque fois qu'on est dans un projet, il y a quelqu'un qui connaît très bien ces technos, qui connaît très bien la façon dont ça gère un projet. Je pense qu'au niveau pilotage, les entreprises ont compris qu'il fallait tout en haut quelqu'un qui s'y connaisse là-dedans. C'est un boulot comme un autre. On peut pas s'inventer expert de ce genre de choses si on l'a pas fait 2, 3 fois dans une industrie. Maintenant, je pense que côté usage et la montée en compétences, on n'y est pas, sincèrement. Je pense que on balance beaucoup trop d'infos à des utilisateurs qui font leur boulot de la même façon avec du papier ou un téléphone depuis 20-25 ans. Ils veulent pas forcément changer, mais la façon dont on les forme, elle est pas adéquate. Pour moi, elle est pas encore là. Et je dis pas ça par rapport je dis ça par rapport au marché entier. Je pense que autant nous, les ISV, les software vendors, et autant les champions de ces industries qui sont au niveau pilotage, qui veulent former les gens, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Je dis pas que c'est infaisable, ça se fait, hein, on le fait tous les jours, mais on le fait d'une façon un peu différente, on accompagne d'une façon différente. Il faut pas faire voilà, par exemple, l'exemple typique, tu m'en de la collab.
Ben, l'intérêt de former quelqu'un sur la solution, c'est plutôt de le mettre avec moi dans ma session immersive et de le former. C'est pas de lui faire un zoom et de lui partager des slides, puisque sinon ça sert à rien. Donc il faut qu'on évolue sur quelque chose qui est beaucoup plus hands-on, quoi. Il faut que la personne touche directement et qu'elle aille dans l'application, dans la solution et qu'elle l'utilise et qu'on la forme aussi dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on le fait pas comme ça. On enregistre des vidéos, on fait des PDF, on fait des best slides, on partage tout ça. Il faut évoluer au niveau de la formation. Je pense que la montée en compétence, elle n'est pas faite de la bonne façon, et c'est pour ça aussi qu'on a une adoption qui est un peu moindre aussi. C'est que, bah, au final, on n'a pas bien formé les utilisateurs sur les outils, et on non plus, parfois, on les a pas non plus formés sur bah, pourquoi tu l'utilises. Ouais, Alors, des fois, quand ça vient du métier, bah oui, le métier sait pourquoi il l'utilise. Mais quand ça vient de la direction informatique et que c'est poussé de top-down, ben, les métiers disent ok, ben, c'est top, mais en fait, j'ai pas été formé sur ce que ça va faire aussi. Pour moi, là-dessus, on doit encore s'améliorer. d'accord. On a parlé d'infrastructure, de sécurité, de choses comme ça. Il y a aussi une question qui traverse un peu toutes ces discussions depuis quelques années. C'est la nationalité des plateformes et en particulier des grands acteurs du domaine qui aujourd'hui sont très clairement de deux types, hein. À droite, les Américains, à gauche, les Chinois. Mhm. J'exagère un peu, Ah, mais mais bon, pas on y trop est. finalement, On y est, oui. à la fois sur le logiciel, enfin, sur quasiment toutes les couches, depuis la technique bas niveau et le matériel quand on parle de casque et de lunettes, jusqu'aux applications de plus haut niveau qui sont les outils, les mondes virtuels techniquement Mhm. utilisés. Est-ce que tu vois, toi, dans les rencontres que tu as, une préoccupation sur ce sujet-là, en particulier hein, pour les entreprises européennes, parce que les entreprises américaines, je pense que ça ne les pose pas de problème, mais pour les entreprises européennes, est-ce que ça peut devenir une question, cette dépendance à une technologie qui n'est pas souveraine, entre guillemets, avec peu de choix finalement? Est-ce que ça conditionne la montée en puissance de l'utilisation du métaverse? Ou est-ce que, encore une fois, c'est un petit peu trop tôt et finalement on teste un peu tout et puis on va directement acheter son Pico et son MetaQuest et tant pis, on verra ce qui se passe? Alors, je pense que les industriels sont plutôt. Je pense qu'il y a, non, il y a peut-être il y a 2 ans, ou il y a 1 an ou 2 ans, ils étaient vraiment dans ce que tu as dit en dernier. C'est-à-dire, ils vont acheter un Pico, ils vont acheter un Quest Pro, puis ils vont voir jusqu'où ils vont aller. J'ai vu énormément d'industriels qui ont acheté du Meta, et j'adore le Meta Quest Pro, je l'aime beaucoup, mais qui n'ont jamais réussi à l'intégrer. Parce que bah, c'est pas safe, c'est pas fait pour l'industrie, l'IT, c'était pas possible de travailler avec. Et puis ils ont rebifurqué sur du HTC, sur du Pico, parce que bah, voilà, ils savaient que ça fonctionnerait. Maintenant, dans cette idée de souveraineté, je pense que malheureusement, on n'est pas, enfin, j'aimerais bien, hein, mais on n'est pas prêt de voir un acteur européen de cette taille rivaliser avec ce que font ces deux pays. Enfin, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Euh, et encore une fois, la question après, c'est une histoire de camp. Il y a plein d'entreprises qui ont choisi bah, uniquement du Pico, voilà, c'est ByteDance. Et puis tout le reste, ben, ils ont du Meta ou alors ils ont du HTC. Enfin voilà, je pense qu'après, une fois qu'on a choisi le device qui s'intègre le plus facilement, ou la solution qui s'intègre le plus facilement, parce que comme tu dis, hein, c'est pas qu'il y ait une sorte de device, hein, il y a plein de couches derrière. Hein. Il y a du cloud, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a du software, bref, il y a du MDM, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une phase de test et un peu early. Je pense que l'industriel essaie des choses. Il y en a qui sont déjà figés sur ce qu'ils veulent pas. Il y a plein de gens qui disent, bah, moi, je veux pas de méta. Moi, je prendrai pas de Pico. Voilà, il y a des entreprises qu'on rencontre, ils ont déjà des barrières claires niveau IT. Et tant mieux, ça veut dire que voilà, ça a été défini, ça veut dire que déjà ça a été pensé. Maintenant, après, il va falloir déjà aussi se positionner sur comment est-ce que ces deux blocs vont opérer ensemble. Est-ce qu'un jour ils vont opérer ensemble? C'est-à-dire, est-ce que si à un moment Meta crée son métaverse industriel avec toutes les garanties derrière, ces devices et ces garanties, mais que ben, la moitié de leurs clients industriels ont des picots. Est-ce que je peux plugger mon picot? Enfin, il va y avoir de l'interopérabilité, des problèmes d'interopérabilité qui vont être, je pense, assez durs à surmonter. Et ça, j'ai pas la réponse. Maintenant, je sais que ce sera très compliqué parce que ces deux blocs-là ont tendance beaucoup plus à s'affronter qu'à collaborer. Oui, on est dans une phase de consolidation du marché. Et Tout dans à ces fait. phases-là, enfin, on l'a vu dans d'autres technologies, la coopération, elle est légère, hein, elle est très, très légère.
elle est très légère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et encore une fois, je remets ma casquette sphère, mais nous, on essaie de rester agnostique niveau lunettes. Et quand on arrive en réunion, ou quand on parle à des gens, il y a un étonnement du client ou de la personne qu'on a en face de nous parce que bah, c'est rare. Aujourd'hui, on a un camp précis, on a choisi un device, on a choisi une infrastructure. Et de rester agnostique, je pense que malgré le fait que ce soit très complexe, je pense que ce sera une des clés aussi du succès pas de nous, mais de l'adoption du marché. Parce que je pense que chaque lunette ou chaque besoin aura été défini sur des cas d'usage spécifiques et plutôt que de me mettre, bah tiens, pour ça, je vais me mettre sur du Meta, puis ça, je vais me mettre sur du Pico, du ByteDance ou du Alibaba Cloud, peu importe. À la fin, il faudra quand même être capable d'utiliser et de pas faire exploser les coûts de l'adoption. Je te propose qu'on termine aussi sur un petit peu plus de prospective et sur pas mal de technologies collatérales, entre guillemets, qu'on voit associées au métaverse, aux technologies immersives, donc blockchain, intelligence artificielle, IoT, etc. Comment tu vois, toi, l'évolution des liens entre ces technologies, encore une fois, dans un usage professionnel, dans les années qui viennent? Comment tu vois les interactions, les complémentarités? Alors, c'est un gros sujet en ce moment parce que, alors c'est marrant, hein, on a beaucoup d'industriels qui n'ont pas encore adopté la réalité augmentée pour diverses raisons. Mais par exemple, on parle du remote assist, hein, qui est vraiment pas pourtant qui est quelque chose qu'on connaît depuis 10, 15 ans, 20 ans, même encore plus. Et côté remote assist, il y a pas d'industriel qui encore aujourd'hui démarre. Euh, et pourtant, même s'il démarre, la deuxième question qu'il nous pose, c'est ce serait bien quand même que la solution puisse reconnaître ça, qu'avec un peu d'AI dedans, on puisse faire ça, ça, ça. Et on leur dit toujours, ouais, ce serait effectivement fantastique. Mais déjà, on va essayer de trouver le besoin sur un cas d'usage et on verra après. Donc, il y a aussi on en veut toujours plus, mais on est dans une société qui est comme ça aussi. On est dans une société qui regarde YouTube, qui regarde la télé, puis en fait, qui voit the next big thing, et puis qui dit, bah tiens, je veux ça maintenant. Mais déjà, avant de faire ça, on va essayer de prouver que ça marche avec un cas d'usage très simple, et après, on va évoluer. Maintenant, je pense que le côté AI, il est juste impératif. Je pense qu'il va venir. C'est obligatoire. Je pense que Metaverse AI sera ensemble, ce sera un sujet commun. Je pense que vraiment, mais sur plein de situations, je pense que l'AI va jouer un rôle phénoménal dans même aider à l'adoption de ce genre de techno et même la façon dont je me comporte dans ce monde-là. Je pense que l'AI va diriger pas mal de choses comme ça, si elle est bien faite, hein. Je pense que là, on rentre à un autre sujet, mais les règles et les outils d'utilisation derrière de l'AI, c'est encore autre chose. Mais je pense que ça va aller ensemble et je pense que on en voit déjà les prémices et je pense que ça va être phénoménal. Je pense que là, on est sur une belle ère qui arrive parce que je pense que tout va être simplifié via l'AI et je pense que ça, c'est intéressant. Euh, Maintenant, sur le côté IoT, j'ai un peu plus de réserve parce que je pense que l'IoT a fait un gros boom. En fait, l'IoT me fait un peu penser au Metaverse il y a un an ou un an et demi, c'est-à-dire C'est étonnant, hein. Si je peux me permettre, c'est étonnant parce que moi, j'aurais bien parié justement que dans les usages industriels, une des principales caractéristiques, c'était justement, par exemple, de faire remonter les données des machines et moi aussi. d'avoir de la visualisation. Et force est de constater que bah, pas trop. Non, 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 mais on est d'accord. Oui, je m'attendais aussi à ce que ça explose. Je m'attendais à ce que l'IoT prenne le pas sur la réalité augmentée et qu'en fait, au bout d'un moment, la réalité augmentée suivrait parce qu'il faut visualiser ces données via une lunette, via un tel machin. Et non, au final, pas autant que ça. Alors, encore une fois, ça redémarre aussi un petit peu avec ces nouvelles plateformes cloud Hmm. qui centralisent un peu toutes ces données. Par exemple, on travaille, nous, avec IFM qui fournit des capteurs pour tout ce qui est manufacturing un peu partout dans le monde et qui maintenant crée une offre cloud qui s'appelle Moneo. Et du coup, on peut récupérer de la donnée live partout où on veut dans l'industrie. Effectivement, ça marche bien, c'est assez facile d'utilisation. On vient de développer un module pour voir sur la lunette, mais c'est pareil, encore une fois, déjà, il faudrait que la personne aussi soit capable comment dire, d'adopter cette première brique IoT. Donc l'IoT, j'y crois beaucoup et en même temps, le marché l'adopte pas autant que ça. On parle beaucoup d'IoT, hein, c'est un blockchain, on parle beaucoup de gros mots comme ça, mais qui l'a vraiment fait et déployé, je l'ai pas vu beaucoup de fois. Je l'ai vu, mais je l'ai pas vu beaucoup de fois. Donc je pense que c'est positif, toutes ces choses-là collatérales, surtout l'AI pour moi. Je pense qu'elle va simplifier les utilisations et je pense que ça peut être que bénéfique à la fin si ça fait que l'adoption est plus importante et qu'il y a une vraie utilité dans l'adoption aussi.
Et pour toi, le next big thing, justement, sur le métaverse industriel, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je dirais ça, moi. Je dirais l'AI. Je dirais, par exemple, utiliser l'AI pour reconnaître un environnement et faire de l'object recognition. Quand tu vois, voilà, à cet endroit-là, ben, la pièce ne devrait pas être comme ça, elle devrait être comme ça. Alors, je sais qu'on le fait déjà un petit peu, il y a des industriels qui le font, mais que ce soit simple et que les modèles soient tellement travaillés, les algorithmes soient tellement travaillés que ce soit facile à utiliser. Moi, j'aimerais que ce soit ça. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin sur aider encore plus l'humain, parce qu'à la fin du jeu, on est vraiment pas sur remplacer la personne. On est sur l'aider à faire un choix un peu plus pertinent, plus rapidement, sans qu'elle ait forcément la connaissance pour faire ce choix, ou qu'elle ait voyagé pour faire ce choix, qu'elle soit toute seule devant l'environnement et quel élément je décide. Donc pour moi, il y a deux choses. Il y a ce côté AI qui va changer sur le côté reconnaissance d'environnement, prise de décision rapide, avoir la bonne info au bon moment. Ça nécessite des banques de données immenses, mais j'y crois. Et après, l'autre côté, pour moi, bah, le next big thing, mais encore une fois, c'est un souhait hardware, mais c'est d'arriver à quelque chose comme ton porte toi et moi, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus simple d'utiliser son téléphone et sa tablette pour faire de la réalité augmentée qu'utiliser une lunette, en tout cas pour déployer ou même pour utiliser. Alors, je prêche pas forcément ma paroisse en disant ça parce qu'on n'a pas encore forcément une application mobile ou tablette comme ça, mais on y vient parce qu'on voit que c'est juste aussi très simple. Mais la question, c'est pour passer à l'étape d'après, euh, ben, il faudra quelque chose de très facile d'utilisation, de pas lourd, de confortable. Et j'attends avec impatience, là, pour moi, la next generation d'optique. Parce qu'au final, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'intégrer la mécanique, la batterie, l'électronique, l'optique dans un hardware. Mais si on arrive à réduire déjà la tête de l'optique et des lentilles devant nous, avoir un champ de vision un peu plus grand, tout en gardant quelque chose de minime. Alors, encore, si je parlais à tous mes ingénieurs, ils me regarderaient en disant, mais tu sais qu'on n'y est pas. Je dis, oui, on n'y est pas, mais c'est le but, quoi. Donc, on n'a plus qu'à attendre ça et tout sera parfait. Bah, écoute, Ah, écoute, c'est une excellente conclusion. je ne sais pas si tout sera parfait, mais c'est un marché qui a un potentiel absolument immense. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, pour moi, il faut aussi désacraliser tout ça. Je pense que le métaverse, on lui a tapé dessus, c'est une vision. Déjà, revenons à des usages basiques et revenons à comment est-ce que ce genre de solution peut aider sur des usages clés et en parallèle travailler sur l'innovation pour faire en sorte que quand on arrive à un blocage, on a déjà la solution qui arrive avec des briques techno autres. Et après, le dernier sujet, ça va être d'où viennent ces briques techno et quelle est la réglementation attachée à ces briques techno. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. C'est une autre histoire. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant. Merci Grégory, merci à Et toi. puis, à très bientôt alors pour commenter ensemble les nouvelles lunettes de réalité augmentée dont c'est pas qui, mais qui tiendront toute la journée et qui feront 80 grammes. Exactement, j'ai hâte. Parfait. À Merci bientôt, Pierre. Grégory, au revoir.